Donc, on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, merci à vous de vous être connectés pour cette présentation. Comme j'ai rapidement introduit et comme vous avez peut-être déjà vu quand vous êtes inscrit sur le webinaire, aujourd'hui, on va parler de simulation, de différents types de simulation et comment la simulation, elle a pu aider à accélérer le processus de développement pour notamment ce client, hein, qui est un client SolidWorks. Alors, je vous propose de commencer par une petite vidéo. As we are living in the digital world, we are doing a lot of things online. E-commerce is a rampant thing. There are going to be out on road more and more vehicles. And these vehicles, typically when you look at it, either they are too small or they're too large for a job to be done. More than 80% requirements can actually fit on a vehicle which is slightly bigger than a regular commuter vehicles. So we are not just creating a logistics or delivery vehicle, but it's a kind of a business user vehicle focused on doing anything and everything that is possible on a compact vehicle. It's an electric vehicle, so you save a lot of cost from the fuel standpoint. When you're starting doing something which has never been done, you don't have benchmarks. So whatever you do becomes a benchmark. Having a solid software platform becomes imminent requirement for us because we spend thousands of hours actually digital modeling it, thinking it, rethinking it, and again rethinking it. It should be built tough so that it lasts long, and it should not give a lot of downtime to the user. Secondly, when it comes to electrical architecture of it, there has to be a lot of simulations done to predict its failure, specifically with the control of its temperatures. We started working on SolidWorks from the day one. And as we progressed, we understood that we need a much more faster integrated tool. With the 3D Experience Works, all of those challenges just went away like this because it has been so cohesively integrated that you never even realize that you are playing between a design and a simulation very seamlessly. So the engineer knows all the critical aspects of the design, then he pushes it towards the production guys to release the drawings, and the management has a very good control over the timelines of the deliverables. First thing that we achieved out of the 3D Experience platform was a reduction in the weight of the structure itself, 30%. Second most amazing thing that we achieved was leveraging the CFD for getting the aerodynamics right. Third thing that we also improved is the battery thermals. I have seen a very strong correlation between the simulation results and the physical models, and this gives a lot of confidence for me to trust onto the simulations once the correlation is established. For any large manufacturer to build a vehicle, they will easily put in about $10 million to about $15 million. We did that in $1 million. I'm not saying that cost cutting, I'm saying that it's cost efficient. Leveraging a right software platform becomes the most integral part of it. And that's what, when we invested into the 3D Experience Works platform, that has been one of the best investments that we have done. I love 3D Experience platform because it is helping push Quargos into the future of mobility. Alors, vous avez pu voir avec cette vidéo, du coup, une première introduction de ce client qui est Cargos. Alors je vais en reparler un petit peu, notamment au niveau des points cruciaux, on va dire, qu'ils ont dû développer pour pouvoir développer cette plateforme. Donc, au niveau de cette présentation, j'ai fait ça en trois parties. Donc, une première pour représenter un peu le projet Cargos en lui-même. Ensuite, la deuxième partie, c'est là où on ira entre guillemets un petit peu plus en détail dans les différents types de simulations qu'ils ont pu faire. Donc là, on va couvrir notamment quatre types de simulations qu'ils ont réalisées sur ce véhicule. Et ensuite, je terminerai un petit peu par présenter un peu notre portefeuille, les outils qu'ils ont utilisés pour pouvoir faire ces études. Alors parlons un petit peu de Cargos. Alors Cargos, je pense que vous avez pu le découvrir, c'est une start-up indienne qui est actuellement en phase ils sont en train de travailler sur la partie production.
Donc, ils sont en train de pour la partie production de masse. Donc, il se trouve, c'est pas un véhicule qui est encore sur le marché, mais qui va être très prochainement sur le marché en Inde. Donc, ils ont développé ce scooter cargo parce que, on va dire tout simplement, il y a une demande de plus en plus forte hein, sur le marché sur des véhicules qui soient agiles et qui peuvent être à la fois agiles et utilisés pour des biens, pour une activité professionnelle. Donc, notamment la livraison, mais aussi peut-être d'autres types de métiers. Alors, quand on développe ce type de scooter, ils ont dû faire attention à plusieurs choses, notamment, par exemple, si on fait de la livraison, il faut s'assurer que le centre de gravité soit assez bas pour les gens qui font de la moto et qui font notamment des voyages en moto. On sait bien que les sacoches, les valises, on essaie de faire en sorte qu'elles soient pas hautes, mais qu'elles soient, si possible, mises le plus bas pour éviter de perturber trop, entre guillemets, la stabilité. Parce qu'en effet, plus le centre de gravité est haut, moins on a, entre guillemets, d'équilibre, moins on peut être agile. Et vous savez bien que si on doit, quand on prend un scooter, par exemple, en centre-ville, le gros intérêt de ce type de véhicule, c'est d'être extrêmement agile, se faufiler un peu peut-être entre les véhicules, si c'est autorisé, bien entendu, donc voilà, l'aspect centre de gravité, et c'est quelque chose sur lequel ils ont énormément travaillé. Autre chose aussi qui est important, c'est l'autonomie, hein. Tout véhicule électrique, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. L'autonomie, 150 km, bon, c'est clairement pour un véhicule citadin, c'est amplement suffisant. La VMAX, 80 km/h, bon, le périph' aujourd'hui, il est à 70, à 50, d'ailleurs, excusez-moi, il est à 50 km/h depuis quelques mois. Si je me projette en France, hein, ce véhicule a été développé en île, mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir un véhicule qui va extrêmement vite quand on fait un véhicule urbain. Donc 80 km/h, c'est tout à fait suffisant en VMAX. C'est un véhicule qui se veut également intelligent, c'est-à-dire qu'il y a, bah, vous savez, hein, dans tous les véhicules, les voitures modernes, il y a des capteurs pour éviter les crashs. Quand une personne pile devant, voilà, ça ne peut le détecter. Alors là, il va pas, ça va le détecter, mais ça va pas obligatoirement agir sur le frein. Il peut y avoir aussi bah, le GPS qui est connecté, qui est intégré dans le véhicule, le fait de pouvoir aussi le connecter avec un smartphone. Voilà, plein de fonctionnalités qui sont un peu innovantes pour ce type de véhicule, surtout en Inde. Alors, normalement, vous savez que bah, en Inde, l'utilisation du deux roues, mais pas que, hein, parce que je parle beaucoup de l'Inde, mais c'est pareil en fait dans notre ville, je dirais dans nos grandes villes en Europe également. Euh, mais on sait que c'est, on va dire, le type de véhicule le plus utilisé en Inde. Et bah, souvent, on se retrouve avec ce qu'on voit, hein, les cas sur la gauche, là, quand on doit l'utiliser de façon un peu professionnelle, avec des véhicules qui soient surchargés. Donc, ça fonctionne. C'est pas obligatoirement très, guillemets, très sustainable. Ce sont souvent des véhicules qui sont à moteur. Et c'est pas aussi obligatoirement les véhicules les plus sécuritaires, entre guillemets. Quand on voit les types de chargement, il peut être assez aisé de perdre son chargement en cours d'utilisation. Donc là, la méthode de cargo, c'est vraiment d'avoir une enceinte qui soit fermée pour pouvoir faire plusieurs choses, soit de la livraison, mais pas que, hein. On peut aussi mettre des outils à l'intérieur. Ça peut être voilà, un micro véhicule de réparation, par exemple, mais faire un compartiment réfrigéré. Voilà. C'est un véhicule que l'on veut modulaire afin de l'adapter à différents types de business. Alors, quand ils ont fait le développement de cargo, de ce véhicule, ils ont fait attention à 5 grandes thématiques. Donc déjà, la sécurité et fiabilité, la partie confort et le fait que ce véhicule doit être très maniable, hein. C'est un véhicule citadin. Donc, avoir un véhicule cargo, on le voit par exemple chez nous, hein, avec les vélos cargo, quand on en voit beaucoup en région parisienne, quand on veut amener les enfants à l'école, ce sont souvent des véhicules qui sont assez longs. Et donc, du coup, c'est vrai que ça empiète un petit peu sur la partie agilité, le fait d'être extrêmement maniable. Donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut faire attention, que le véhicule soit très maniable. La partie performance et autonomie, la partie modularité pour l'espace de chargement et enfin aussi tout simplement un peu le nerf de la guerre, hein, dans tout ce qui est véhicule, ça va être le coût total de possession. Il faut que le véhicule reste abordable et qu'il y ait un entretien qui soit faible. Alors souvent, on a de la chance sur les véhicules électriques, il y a souvent moins d'entretien que sur des véhicules à essence. Donc, ils ont
Ce véhicule, Cargos a utilisé des simulations sur, je dirais, six grandes thématiques. Donc, il y a la première, c'est notamment sur le T de fourche. C'est la pièce hein, permet de rejoindre la colonne de direction et les bras les fourreaux de fourche. Donc, ça va absorber, on va dire, les chocs de la route. Donc, c'est une pièce qui est très critique, hein. On doit savoir qu'elle doit être très résistante parce que s'il y a un tête de fourche qui casse, moi, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai déjà cassé un tête de fourche. Je peux vous dire que c'est pas du tout une bonne chose. Et mes dents s'en souviennent encore. Donc, c'est vraiment une pièce extrêmement critique. On peut avoir aussi la partie aérodynamique, même si c'est un véhicule qui ne va pas très vite, quand on va à 80 km/h, il peut y avoir des effets un peu aérodynamiques. Et vu que c'est un véhicule électrique, il faut jouer sur la partie autonomie, il faut essayer de voilà, grappiller gérer de l'efficacité là où on peut en prendre. Les batteries, ça chauffe, donc il faut s'assurer qu'elles soient bien refroidies. Donc, ils ont fait des simulations là-dessus. Sur la partie connexion, parce que c'est un véhicule, comme j'ai dit, qui va être connecté via Bluetooth, donc il faut s'assurer que les antennes, par exemple, soient au bon endroit. Il y a beaucoup de pièces plastiques sur ce véhicule, donc on va voir qu'on peut faire des simulations pour essayer d'anticiper les problématiques qu'on peut avoir liées à l'injection plastique. Et ils ont également fait des simulations de cinématiques, donc ça c'était extrêmement important parce que vu que c'est un véhicule qui va avoir un espace de chargement, il peut avoir un chargement, excusez-moi, un peu lourd, du coup aussi qu'il y a un empattement qui est un peu plus long qu'un dos normal, il faut faire un peu d'études de cinématiques pour voir le comportement en dynamique. Alors, pour ce faire, ils ont utilisé la plateforme 3D Experience, qui est notre produit phare chez Dassault Systèmes. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est de combiner, on va dire, entre guillemets, toutes les technologies qu'on a chez Dassault Systèmes au sein d'un même environnement qui est unique, qui est la plateforme 3D Experience. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu à la fin. C'était juste pour introduire, on va dire, l'environnement qu'ils ont utilisé, pour surtout, ce que vous allez voir, hein, les outils qu'ils ont utilisés, l'interface, entre guillemets, et vous allez voir qu'elle est assez unique. Alors, allons un peu plus dans le vif du sujet au niveau de la simulation. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce qu'ils ont fait au niveau de ce fameux T de fourche. Donc, déjà, quel est l'objectif? Donc, le T de fourche, voilà, là, vous voyez bien où est-ce que c'est localisé. Donc, c'est vraiment la pièce qui relie la colonne de direction et les fourreaux de la suspension. Donc, c'est clairement une pièce qui est extrêmement critique parce qu'elle va recevoir tous les efforts, bah, après, bien sûr, amortissement, mais quand même, elle va recevoir tous les efforts des chocs qu'on peut avoir sur la route. S'il y a un nid de poule, par exemple, c'est elle qui va le recevoir. Donc, c'est une pièce qui va énormément travailler en flexion, par exemple, et en torsion. Euh, donc, c'est une pièce qui doit être extrêmement solide. Si elle casse, c'est un accident qui peut être grave, voire très grave. Donc, faut vraiment s'assurer, mettre des marges, des coefficients de sécurité si on veut, mais il faut s'assurer que cette pièce, elle soit durable également. Normalement, un T de fourche, si on n'a pas d'accident, voilà. C'est une pièce qui fait la durée de vie du véhicule. Donc, euh, donc ça, c'est des choses que l'on peut estimer également. Donc on va voir qu'avec les outils de simulation, on va essayer déjà de s'assurer que cette pièce soit assez résistante et ensuite essayer d'estimer un nombre de cycles, un nombre de cycles de vie que peut endurer cette pièce. Alors, nous voilà dans l'interface de la plateforme 3D Experience. Donc, comme vous voyez, hein, c'est une interface de simulation avec à gauche une partie avec l'arbre de simulation. La première chose qui est intéressante à regarder dans cette interface, c'est le fait qu'on puisse appliquer plusieurs étapes dans une simulation. Plusieurs étapes, ça sert à quoi? C'est typiquement pouvoir faire cette simulation. Donc, vous voyez qu'il y a des vis en haut pour pouvoir serrer les fourreaux, les tubes de fourche. Et en bas, on voit qu'il y a une force, des forces qu'on va aller appliquer sur l'axe de la roue. Euh, on ne peut pas appliquer tous ces efforts en même temps. Dans un premier temps, il faut déjà serrer la fourche, ce qui va faire une première contrainte, serrer les tubes de fourche au niveau des boulons. Et ensuite, une fois que c'est serré, eh ben, c'est là où on va aller pouvoir appliquer les efforts. Pourquoi? Parce qu'on va y avoir ce qu'on appelle des non-linéarités dans ces phénomènes-là. Et donc, il faut pouvoir reproduire ça. Pour pouvoir reproduire ça, il faut faire plusieurs étapes. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ce logiciel. Dans une même simulation, on a dit, bah, l'application en fait des différents efforts vont se faire via différentes étapes et c'est ce qu'on appelle le multi-step dans la simulation. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant par exemple, on n'a pas cette fonctionnalité dans SolidWorks Simulation, c'est une fonctionnalité qui est manquante
Et le fait de pouvoir l'avoir là, ça permet, on va dire, de reproduire plus précisément, de façon plus réaliste, des événements qui peuvent arriver que l'on veut modéliser ou simuler sur notre assemblage. Donc, quand on a fait tout le setup de la simulation, vous voyez que c'est toujours la même interface dans laquelle on peut aller également visualiser les résultats. Alors là, typiquement, pour pouvoir faire cette simulation, le solver qu'il y a derrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est le solver Abacus. Si vous avez déjà fait, si vous connaissez un peu la simulation structurelle, vous savez ce qu'est le solver Abacus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un des leaders, voire je dirais le leader dans la simulation dans l'industrie. C'est un solver qui est extrêmement utilisé, qui est extrêmement connu, robuste aussi, connu pour pouvoir faire aussi des grandes déformations, de la non-linéarité très forte. Par exemple, si on veut comprimer des élastomères, des lois hyperelastiques, des matériaux extrêmement complexes, de la dynamique aussi, des chocs, des impacts, on peut faire vraiment énormément de choses. Et ben, le solver qu'utilise là, c'est réellement le solver d'Abacus. C'est-à-dire, je peux même prendre un fichier Abacus, lancer là-dessus, ça le fait tourner. C'est vraiment le solver. Ce qui a été retravaillé, on va dire, c'est l'interface afin que ce soit plus accessible. Donc, quand on a fait une simulation conventionnelle, par exemple, j'ai pris ma montée de four, j'ai appliqué un effort, je vois comment elle se déforme, et ben, l'étape suivante, c'est de faire une étude de fatigue. Qu'est-ce qui se passe si je répète cet effort un grand nombre de fois? Donc là, dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude de fatigue. Pour ça, on va aller définir des cycles. On va dire combien de fois on va répéter cet effort-là. Est-ce qu'on le répète une fois? Est-ce qu'on le répète 1000 fois, 1 million de fois? S'il y a plusieurs efforts qu'il y avait dans notre simulation, on peut dire l'effort 1 ou la force 1, on va la répéter 1000 fois. La force 2, on peut la répéter par exemple 2000 fois. On peut aller mettre en données notre étude de fatigue avec des chargements qui soient différents et des cadences de chargement qui soient différentes. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir faire retourner une deuxième passe, je dirais, en fait, de simulation, une analyse complémentaire qui va nous permettre d'estimer la durée de vie. Si on regarde un petit peu à droite, on voit le fameux log of life. Donc, c'est un logarithmique de la durée de vie. C'est comme ça. On va dire que c'est l'unité de base quand on fait. En fait, c'est le nombre de cycles de vie, mais de cycles, mais sous une échelle logarithmique. C'est comme ça que ça se fait par défaut, parce que souvent, on voit les phénomènes à l'échelle logarithmique. Cependant, on peut très bien l'afficher en nombre de cycles, hein. On peut très bien faire ça, il y a aucun souci. Et donc ça nous permet d'identifier les zones où, typiquement, plus la valeur est basse, plus on peut avoir une défaillance qui va arriver à cet endroit-là. Et là, on peut avoir, donc on va dire une façon un peu inverse d'analyser cette valeur du nombre de cycles, c'est l'endommagement, le damage, donc qui est un pourcentage. Alors, est-ce que c'est un pourcentage? Là, ça va être un ratio par rapport à 1. Donc, si on a 1, on a de l'endommagement. Si on a 0, on n'a pas du tout d'endommagement. Donc là, quand on applique un cycle, est-ce qu'on a de l'endommagement? Là, on voit qu'on est proche de 0. Maintenant, si on multiplie ce cycle fois 1 million, est-ce qu'on va être proche de 1 ou proche de 0? C'est ça qu'on va pouvoir analyser. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que déjà, avec la solution qu'on a utilisée pour faire de la simulation, on a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Par exemple, le multi-étape, quelque chose qu'on n'a pas dans SolidWorks Simulation, dans le SolidWorks conventionnel. Donc ça va permettre d'aller plus loin déjà et d'être plus fidèle au niveau de la simulation. Ensuite, la grosse différence, c'est le solver. Le solver qui est utilisé, là, c'est du Abacus. Donc, c'est vraiment un des solvers les plus performants de l'industrie. Et là, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que du coup, il est accessible notamment aux gens qui utilisent SolidWorks. Pourquoi il est accessible? Parce qu'il est beaucoup plus. La façon dont on l'a implémenté dans la plateforme fait qu'on a un assistant. On va voir d'ailleurs avec les simulations suivantes. Là, on n'a pas 1000 points là-dessus, mais il y a un assistant sur la droite qui permet de facilement utiliser ce type de simulation pour des utilisateurs qui ne sont pas obligatoirement des utilisateurs experts. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également pu faire de l'étude de fatigue. Certains me diront, on a déjà de la fatigue dans SolidWorks. C'est vrai. Cependant, là, le solver de fatigue qui est utilisé, c'est FESafe. FESafe, c'est une autre technologie qu'on a chez Simulia et qui est beaucoup plus avancée. On ne fait pas juste de la lecture de courbe de voleur. Là, on va aller beaucoup plus loin. On va aller sur vraiment, en fonction des plans critiques de contraintes, on va vraiment aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la fatigue. On peut même d'ailleurs faire de la fatigue de bas cycle pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire que dès les premiers états de chargement, on peut commencer à endommager le matériau et on peut prendre en compte ce genre de phénomène-là. Donc, c'est vraiment un solver de fatigue plus abouti que ce qu'on avait déjà, par exemple, dans SolidWorks Simulation.
Et bien sûr, toute la partie post-traitement, où tout ça est uniformisé. Et d'ailleurs, on peut même partager les résultats avec des collègues qui n'ont pas obligatoirement ces rôles de simulation-là, ces applications de simulation-là. Donc, il y a aussi on ne le voit pas ici, mais le fait qu'on puisse partager les résultats, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième type d'études qu'ils ont réalisé sur ce cargo, ce sont des études de fluidique. Donc là, je vais mettre l'accent sur la partie aérodynamisme. Donc, le but de faire une étude aérodynamique, c'est bien entendu d'essayer souvent de minimiser ce qu'on appelle le drag force, les efforts qui sont de traîner, en fait, ou le CX, on peut l'appeler comme ça aussi. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Mais pas que. S'il y a des amis cyclistes dans l'audience qui ont fait un peu des contre-la-montre ou qui ont des roues pleines et qui roulent en bosse, quand ils ont un vent latéral, la partie aérodynamique, même si on ne va pas super vite, elle peut avoir beaucoup d'impact. En effet, c'est-à-dire que là, on voit que c'est un véhicule qui est un peu plus imposant qu'un véhicule normal. Et s'il y a un fort vent de côté, ça peut déstabiliser le véhicule. Donc ça, c'est extrêmement important d'essayer de prendre en compte ces différents scénarios de vent qu'on peut avoir. On peut avoir le vent de face, ok, on va aller moins vite, soit. Si on a un gros vent de latéral avec des grosses rafales, ça peut fortement déstabiliser le véhicule. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire des simulations, il faut essayer de les anticiper quand on fait la conception, parce que si on voit que on est trop facilement déstabilisé par une rafale, il faudra peut-être faire des modifications, soit sur la géométrie, soit sur peut-être la cinématique, je veux dire, les points d'ancrage, la stabilité du véhicule, pour essayer de pouvoir contrebalancer cet effet-là. Donc, pour faire cette simulation, on voit que l'environnement, en fait, ils ont utilisé donc un outil de simulation fluidique. On voit que l'environnement est toujours identique. C'est la même interface. Là, vous voyez maintenant sur la droite ce fameux assistant dont je parlais. Donc, il y a toujours à gauche l'arbre de simulation. On va quasiment pas l'utiliser. On utilise pour mettre en place la simulation que l'assistant qui est à droite. Il y a la même chose pour la structure. Cet assistant, il est simple, hein. On commence tout en haut, on valide les étapes une à une comme ça, et ensuite on peut dérouler la simulation. Moi qui utilise la simulation tous les jours, je continue d'utiliser cet assistant, pas parce que c'est complexe, juste parce que ça me permet déjà de me rappeler, tiens, est-ce que j'ai mis les conditions limites? Ah non, j'ai peut-être oublié d'appliquer mon matériau. Tout ce système de checkbox est extrêmement utile et intuitif. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la simulation fluidique, il y a une chose qui est critique, c'est ce qu'on appelle l'extraction de la veine fluide. Ça peut être compliqué, voire très compliqué pour certains cas. Moi, ayant travaillé pas mal dans ce domaine-là, je peux vous dire que des fois, il m'est déjà arrivé de passer un mois complet à juste extraire une veine fluide. Là, ce qui est bien avec cette solution, c'est qu'on a une extraction de veine fluide qui est automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une géométrie, que votre géométrie n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des interférences, il peut y avoir des trous, par exemple, si vous voulez voir l'écoulement à l'intérieur d'un tuyau, par exemple, ou d'une vanne, il peut y avoir des interférences, des trous, votre géométrie n'est pas étanche, ce n'est pas grave. Cet algorithme-là va permettre d'extraire automatiquement la veine fluide. C'est comme un peu si vous soufflez un ballon de baudruche dans une boîte, ça va simplifier un peu la géométrie et ça va permettre quand même d'extraire une veine fluide étanche. Et avec ça, on peut générer un maillage automatiquement. On a vu également que là, au niveau des parois, il y a également des couches de prisme qui permettent en fait, de bien capturer ce qu'on appelle les boundaries, les lois de parois, les effets de viscosité au niveau des murs. Et donc, ce qui permet de bien prendre en compte justement les phénomènes, notamment de perte de charge, qui sont générés à cet endroit-là. Au niveau de la partie physique, donc vous voyez, on utilise toujours pour mettre en place la simulation cet assistant de simulation sur la droite. Euh, on a trois modèles de turbulence dans cette solution-là. Donc modèles les plus utilisés, hein, un K epsilon, un K oméga et un Spalart-Maras. C'est clairement les trois modèles les plus utilisés. Moi, j'utilise quasiment uniquement que du K epsilon. C'est le standard de l'industrie. C'est ce modèle voilà, qui permettent d'être très polyvalents, qui donnent de très bons résultats et surtout qui sont très stables. Une fois qu'on a mis en place la physique, ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'on veut faire, par exemple, on veut faire des simulations pour différents cas de vent, un vent de face et un vent latéral. Et ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir
dupliquer le cas d'analyse sans dupliquer la simulation. C'est-à-dire que dans la même simulation, on va dire, on va tout simplement dupliquer le cas et dire, on va juste appliquer une vitesse de vent, une orientation de vent qui est différente. Ça évite d'avoir plein de fichiers qui sont répartis partout. Tout ça, c'est dans la même simulation et ça permet justement d'améliorer ce qu'on appelle la continuité numérique et éviter de répartir les informations dans divers endroits, diverses plateformes, divers outils. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir un seul fichier de simulation où potentiellement on a mis différents cas de différents scénarios de vent, par exemple. Et voici, donc là, c'est un des résultats quand on a un vent de face. Alors, ok, on a enlevé le pilote, pourtant il n'est pas autonome, mais un scénario d'une simulation aérodynamique avec vent de face. Donc, bien entendu, on a tous les outils de post-traitement. Là, ce qu'on voit, c'est le profil de pression. Donc, bien entendu, on a une surpression au niveau de la partie avant, hein. On peut générer des lignes de courant pour facilement visualiser l'écoulement. Il y a tous les outils conventionnels de post-traitement qu'on peut avoir pour la simulation fluide. Alors pour cette étude, il faut savoir que grâce à la simulation fluidique, ils ont pu améliorer la traînée. Donc ils ont pu faire une réduction de 15% de la traînée. Donc ça, bien sûr, c'est à la Vmax, hein, c'est à 80 km/h. Il faut savoir que quand on est à basse vitesse, l'aérodynamisme de la voiture, c'est pas obligatoirement le plus important, mais dès qu'on commence à accélérer, il faut savoir que les effets des efforts d'aérodynamisme sont proportionnels au carré de la vitesse. Donc, ça peut monter de façon exponentielle. Donc, en effet, si à 30 ou 40 km/h, on ne ressent pas trop les effets, même si on commence à recevoir les effets, à 80 km/h, c'est pas deux fois plus qu'on les reçoit les effets, mais c'est peut-être quatre fois plus. Donc c'est très important quand même de travailler un petit peu l'aérodynamisme. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est notamment sur la partie la console, là, on peut souvent appeler ça le saut de vent quand on est motard. Le fait d'avoir juste une petite bulle, un petit saut de vent, ça permet d'améliorer fortement le confort. Là, c'est ce qui s'est passé, hein. Ils ont juste retravaillé un petit peu ce support de console pour qu'il y ait un petit peu plus d'aérodynamisme. Et ça permet de gagner un peu quand même assez fortement sur la traînée. Ils ont aussi retravaillé la calandre, la forme de la calandre. Bah oui, hein. Si on a un plat comme un cube ou quelque chose d'un peu plus profilé qui vient, entre guillemets, perforer l'air, ah bah, ça permet d'être beaucoup plus aérodynamisme. Donc les fonctionnalités extrêmement, on va dire, qui ont été essentielles pour la mise en données rapide de ce cas de simulation. La première chose, c'est l'onglet assistant, donc là qu'on a découvert, qui est également hein, disponible pour la partie structurelle. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de guider l'utilisateur. Donc la prise en main elle est très rapide de l'outil. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même si on n'est pas expert, même si on n'utilise pas tous les jours l'outil, on peut quand même faire des simulations grâce à cet assistant qui nous aide à mettre en place la simulation. Le maillage qui est ajusté à la géométrie, surtout avec l'extraction de la veine fluide qui est automatique. Donc ça peut être un gain de temps qui est énorme, surtout en aéro externe, où souvent on a des assemblages qui sont assez complexes, des géométries qui sont assez complexes. Donc l'extraction automatique de la veine fluide, ça c'est vraiment un énorme gain de temps. Des modèles de turbulence, donc là, c'est ce qu'Epsilon qui avait été utilisé. C'est les standards de l'industrie qui sont très robustes et très réputés. Et le fait, là, on a montré qu'on pouvait dupliquer des analyses dans une même simulation pour éviter d'éparpiller, je dirais, les informations de simulation. Passons maintenant à la partie connexion. Donc, ce Cargos, ça va être donc c'est un scooter qui va être connecté, que on peut accéder à des options via une application Bluetooth. Et quand on parle de connexion, d'application Bluetooth, on parle d'antenne. Bah oui, il faut pouvoir placer une antenne dans la console. Il faut savoir que quand on fait une antenne, on peut acheter, par exemple, les fabricants de ce type d'équipement peuvent acheter des cartes directement avec des antennes ou ils peuvent directement dessiner l'antenne, par exemple, sur le PCB. Donc, il peut être extrêmement intéressant de faire des simulations déjà pour voir si l'antenne qui dessine sur le PCB avec du cuivre, hein, eh ben, déjà, si elle va bien fonctionner pour la fréquence dite. Donc là, la fréquence dite, quand on est en Bluetooth, c'est du 2,45 GHz. Donc, quand on dessine l'antenne, il faut s'assurer que c'est bien sur 2,45 GHz qu'on va avoir son pic d'efficacité.
Ensuite, une fois qu'on a dessiné l'antenne, il faut l'intégrer, par exemple, au sein du boîtier électronique, parce que ça peut y avoir des guidons, il peut y avoir des blocages. Donc déjà, l'intégrer dans son environnement et faire voir comment, du coup, les ondes vont se propager. Et une fois qu'on a fait ça, on peut même aller faire fonctionner plusieurs antennes en même temps pour voir s'il n'y a pas des interférences. Donc, dès qu'il va y avoir des antennes, ça peut être extrêmement intéressant de faire de la simulation électromagnétique. Donc là, ce qu'ils vont faire attention, c'est qu'ils vont aller dessiner une antenne, ils vont la placer sur le scooter et ils vont voir à peu près la répartition électrique que ça va faire. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous retrouvez votre environnement de SolidWorks, c'est que tous ces outils qu'on a vus sont connectés avec SolidWorks. C'est-à-dire que vous voyez sur la droite, là, vous avez cet onglet avec l'assemblage et qui vous permet de sauvegarder automatiquement votre donnée sur la plateforme 3D Experience. Donc, il va y avoir une connectivité assez forte et une intégration assez forte avec SolidWorks, la plateforme et les outils de simulation. OK. Une fois qu'on a enregistré la donnée sur la plateforme, ce qui est intéressant, là, vous voyez, on est toujours dans l'interface de SolidWorks. On peut directement lancer les outils de simulation à partir de cette interface-là. Donc là, on le voit, par exemple, pour la partie électromagnétique. Il faut savoir que pour la partie fluidique et structurelle, c'est la même chose. Directement à partir de l'interface, on peut lancer les outils de simulation. Là, la petite différence, c'est que pour la simulation électromagnétique, on va avoir, vous voyez que l'interface est un petit peu différente. On va avoir, donc j'ai un autre outil qui va se lancer pour faire ce type de simulation-là, mais qui est connecté de toute façon avec la plateforme et avec SolidWorks. Dans cette technologie, il y a également besoin de faire un maillage. Et là, on a également une technologie de maillage qui est extrêmement intéressante parce que elle va raffiner automatiquement là où va y avoir des pièces fines et là où on en a besoin. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas l'utilisateur qui va dire, bah, il faut raffiner à cet endroit-là, etc. Quand on a un assemblage qui est énorme, voilà, ça peut prendre énormément de temps. Là, automatiquement, le maillage va s'adapter à la géométrie. Donc, c'est un énorme gain de temps, que ce soit déjà en mise en données du cas, mais c'est également un énorme gain de temps sur la partie résolution. Parce qu'en effet, si le maillage va être adapté à la géométrie, il ne va pas être trop fin, parce que imaginez que vous maillez tout avec, avec des petites cellules, ça va faire exploser le temps de simulation. Là, il va mailler juste là où il faut. Donc c'est un énorme gain de temps et aussi pour être plus précis au niveau des résultats. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé, c'est que on peut lancer le calcul sur le cloud. Il y a le cloud computing qui est disponible avec toutes nos solutions, qu'elles soient de structure, de simulation fluidique, et on verra aussi avec l'autre, on verra après, et la simulation électromagnétique. Soit on peut lancer le calcul en local, soit par défaut, et inclus dans les solutions, vous pouvez le lancer sur le cloud de Dassault Systèmes et vous allez pouvoir accéder à plus ou moins de cœurs de calcul. Autre point extrêmement important, notamment pour la partie simulation électromagnétique, on peut même utiliser des GPU. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les GPU, ce sont les processeurs qu'on a sur les cartes graphiques. Et ces processeurs qu'ils ont sur les cartes graphiques, qu'on a sur les cartes graphiques, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un nombre très important de cœurs. Par exemple, on va dire un processeur conventionnel qu'on a dans un ordinateur, c'est, on va dire aujourd'hui, entre 6 et 15 cœurs en moyenne. Un processeur de carte graphique, on peut aller sur plusieurs dizaines de milliers de cœurs sur un GPU. Donc, c'est des technologies qui sont extrêmement différentes. Et là, on va, avec pour ce type de simulation, pouvoir bénéficier de ce nombre de cœurs très important, pouvoir faire tourner des calculs très rapidement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Faut savoir qu'avec le cloud computing, sur certains types de simulations, on peut aller, avec un système de crédit, on peut aller jusqu'à presque, je crois que c'est 192 cœurs. 192 cœurs. Donc ça vous évite d'avoir un cluster chez vous. Si vous avez juste besoin de lancer une fois par mois, je dirais, un gros calcul, ou une fois par an, vous pouvez le faire sans des coûts qui soient exorbitants, sans avoir des coûts exorbitants de simulation. Et ce qui est intéressant encore avec cette simulation, avec cet outil, c'est qu'on a donc une forte connectivité, comme j'ai dit, entre la partie modèle, CAO, et la partie simulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je fais une première simulation, je fais une modification de ma conception. Donc là, par exemple, j'ai modifié, je crois que c'est que j'ai modifié la forme de mon antenne dans cette simulation-là. Elle est toujours localisée au même endroit, mais c'est la forme sur le PCB que j'ai changé hein, de l'antenne.
je vais pouvoir refaire retourner la simulation automatiquement. J'ai pas à faire d'opérations manuelles, si vous voulez, dans l'outil. Je n'ai pas à remettre en données le cas. Tout ça, ça va se reconnecter automatiquement parce que tous les outils sont connectés via la plateforme. Et du coup, on va pouvoir voilà, facilement comparer, faire des études paramétriques, voir des optimisations voilà, donc trouver les meilleurs emplacements, les meilleures formes, les meilleures épaisseurs grâce à ça. Parce qu'il y a cette forte connectivité entre la CAO, SolidWorks, la plateforme 3D Experience et les outils de simulation. Euh, alors, je suis allé un petit peu vite. Donc, si on résume, ce qu'on a vu sur la partie simulation électromagnétique, c'est que donc, tout ce parti avec le stockage de la donnée qui est sur le cloud. Donc ça permet aussi d'avoir une accessibilité de la donnée, peu importe où on se trouve. Notamment, par exemple, je pense avec le télétravail, on peut très bien quand même accéder à la donnée. Ça permet aussi de partager, de ne pas travailler sur des duplicata. Il y a tout un système de PLM, de gestion de la donnée qui est intégré dans cet univers. Donc ça permet d'éviter voilà, les problèmes de révision et tout ça. Travailler toujours avec le modèle qui est le plus à jour. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que s'il y a un collègue en parallèle qui a fait des modifications et qui ne vous a pas averti, voilà. Donc là, typiquement, vous travaillez toujours avec une donnée à jour. Le fait que ce soit intégré avec l'interface de SolidWorks, qui est cette forte connexion, le maillage qui est extrêmement intéressant parce qu'il est adaptatif à la géométrie. Donc ça permet de réduire, d'adapter vraiment le maillage à la simulation et à la géométrie. Le cloud computing qui est intégré. Ça, c'est clairement quelque chose qui est extrêmement intéressant. Si vous avez juste un ordinateur portable et que vous voulez faire tourner des simulations, vous pouvez par défaut lancer vos calculs sur le cloud. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et cette forte connectivité entre la CAO et la simulation. Passons à la dernière partie qui est la partie sur l'injection plastique. Donc, sur un scooter, bien sûr, il y a plein de pièces qui sont en plastique. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a une pièce quand on a fait la conception d'une pièce plastique, quand on la fait produire, peut y avoir beaucoup de défauts qui peuvent apparaître qui sont liés je dirais, au processus d'injection plastique. Donc, il peut être intéressant. Souvent, c'est les moulistes qui vont faire ça des simulations, mais même déjà en phase amont, avant de passer par des moulistes, ça peut être intéressant de faire des premiers runs de simulation d'injection plastique pour voir comment la pièce, est-ce qu'on va pouvoir la fabriquer. Parce qu'il va y avoir des règles métiers, je dirais, quand on fait des pièces plastiques à respecter. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir proprement fabriquer cette pièce et voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de modifications sur la géométrie à faire pour faire en sorte que cette pièce soit fabricable. Donc, typiquement, les problèmes emblématiques qu'on peut avoir en injection plastique, c'est est-ce que déjà je vais pouvoir remplir correctement la cavité du moule, donc que ça fasse toute la pièce en entier, je dirais. Minimiser des défauts. Des défauts, ça peut être par exemple une petite bulle d'air qui a été bloquée dans la pièce, soit ça crée vraiment une petite bulle d'air, ou même sinon quand on va ouvrir le moule, en fait, ça fait une petite flamme et ça va faire des petites brûlures sur le plastique. Aussi placer correctement les points d'injection. Donc ça, c'est pour les moulistes. Ça peut être intéressant si on peut injecter qu'avec un point d'injection ou avec deux points d'injection. Voir aussi les lignes de soudure, où est-ce qu'elles sont localisées, parce que faut savoir que quand il y a des lignes de soudure, on va avoir un endroit où on va avoir entre guillemets, une faiblesse dans la pièce. Alors il y a des géométries, même la plupart des pièces plastiques, il y aura toujours des lignes de soudure. Il faut juste savoir à peu près où elles sont pour pas que ces lignes de soudure soient des endroits critiques de la pièce, par exemple. Voilà, et aussi anticiper les déformations qui sont liées au refroidissement de la pièce. Ça, voilà, ce sont des problématiques qu'on peut avoir quand on fait fabriquer des pièces par injection plastique. Donc là, vous voyez encore une fois, c'est toujours ce même univers, hein, la plateforme 3D Experience, ce fameux assistant qui est sur la droite. C'est clairement extrêmement simple à utiliser cet outil. Il suffit juste d'aller dire, OK, donc voici la pièce que l'on veut injecter. On va lui appliquer le matériau. On va lui dire où est-ce qu'on va injecter. On peut mettre un ou plusieurs points. D'ailleurs, il y a même un algorithme qui permet de calculer automatiquement des points d'injection, optimum, entre guillemets, et on va lancer la simulation. Donc là, quand on parle de simulation, on parle de matériaux. Donc le matériau, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre en simulation. Là, on est sur des matériaux, donc c'est du plastique fondu. Euh,
C'est quasiment impossible de trouver de la donnée matériaux dans la littérature conventionnelle. Là, ce qui est extrêmement intéressant avec cette solution, c'est qu'elle intègre une base de données de plus de 4000 matières plastiques. Et cette base de données, elle est à jour. C'est un énorme travail qui est fait de partenariat avec les fournisseurs. C'est-à-dire que, on a des équipes qui vont aller voir les fournisseurs, faire valider les modèles numériques des caractérisations des matières plastiques, faire plusieurs essais, et afin d'avoir les données qui soient les plus précises et les plus représentatives des matières qu'ils fournissent. Donc la qualité de cette base de données matière plastique est extrêmement bonne. Euh, donc voici un résultat qu'on peut avoir de simulation d'injection plastique. Donc là, on voit, on va dire, comment la cavité va être remplie par la matière plastique. Donc ça permet d'identifier, par exemple, si on peut avoir des short shots ou pas, c'est-à-dire des tirs courts ou des arrêts matière, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la cavité ne se remplit pas automatiquement. C'est-à-dire que le plastique se solidifie avant d'avoir rempli entièrement la cavité. Là, ce qu'on voit actuellement aussi, ce sont les fameuses lignes de soudure. Bah, de toute façon, dans les géométries, on va toujours avoir les lignes de soudure. Donc, ça peut être bien de les anticiper, de les localiser pour s'assurer qu'elles ne soient pas à un endroit critique. Comme une ligne de soudure, c'est pas un défaut, mais c'est un endroit où on va avoir une faiblesse sur le matériau. Là, ce qu'on voit maintenant, c'était les bulles d'air qui sont coincées. Donc là, on peut y mettre des évents à ces endroits-là. Alors, des fois, il y a des bulles d'air qu'on ne va pas mettre défense, elles vont entre guillemets automatiquement partir sur la jointure des moules. Et là, ce qu'on voit actuellement maintenant, c'est les fameuses rotations. Vous savez, quand le plastique refroidit, se solidifie, hop, il se rétracte un petit peu. Et là où il y a le plus de matière, ça va se rétracter un peu plus. Donc, ça crée, on va dire, des petites imperfections. On voit ça visuel, notamment sur le matériau. Alors, vous voyez, hein, on est à 5, 6 sixièmes, ouais, à 6 centièmes de millimètre. Donc, c'est des échelles qui sont petites, mais en fait, c'est des choses qu'on voit visuellement. Vous avez certainement déjà vu des pièces plastiques où, par exemple, si vous prenez une coque en plastique et à l'intérieur, il y a des nervures, des renforts, quand vous retournez, vous voyez bien que là où il y a le renfort, ça crée un petit creux, entre guillemets. Alors, c'est très léger, mais on le voit d'un point de vue visuel. Et ben ça, c'est le phénomène de rotassure. Et donc, dans certains cas, on peut essayer de les minimiser. On peut, voilà, essayer d'anticiper ça. Enfin, il y a aussi un autre type de déformation qui est extrêmement important, c'est le gauchissement. Par exemple, si vous faites une coque avec une partie mâle et une partie femelle, quand elle va refroidir, donc elle va se déformer et elle va prendre une forme un peu de banane, vous voyez. Et ben, si elle prend trop une forme de banane, vous avez pu pouvoir assembler votre coque parce que voilà, elle sera trop déformée. Donc ça, c'est également un type de phénomène qu'il faut pouvoir anticiper. Pour pouvoir faire ça, en fait, il y a un solveur d'éléments finis. Et le sauveur, encore une fois, d'éléments finis qui va être utilisé automatiquement derrière, là, ça va être Abacus qui va être encore une fois utilisé. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première simulation d'injection plastique. En fait, c'est une simulation fluide. En réalité, c'est du Navier-Stokes. Et ensuite, dès qu'on a le champ de température, on a les propriétés matières, hop, on va pouvoir lancer un solveur élément fini derrière pour pouvoir justement faire cette étude de contraintes thermomécaniques. Et donc ça permet d'anticiper la déformation de la pièce. Et donc les moulistes, quand ils vont faire ça, en fait, ils vont travailler sur des aspects, notamment sur les cycles de refroidissement pour essayer de minimiser ces efforts de déformation de la pièce. Donc j'ai parlé des moulistes. En effet, là, on voit juste la pièce qui est injectée, mais en réalité, on peut prendre en compte le fait qu'il y ait le mur, qui est le mur, excusez-moi, qui est le moule autour. Donc ça va avoir un énorme impact dans la partie thermique, refroidissement de la pièce. Dans ce moule-là, on peut mettre des veines, des canaux de refroidissement, en fait, avec de l'eau, par exemple, qui circule, et prendre en compte tout ça dans l'aspect thermique, dans l'aspect refroidissement de la pièce. Donc ça, c'est extrêmement important pour notamment les moulistes, encore une fois, je dis, pour pouvoir essayer d'optimiser le temps de cycle. Il faut savoir quand on injecte une pièce, il y a principalement trois phases. Il y a la première phase qui est le remplissage de la cavité. La deuxième phase qui ce qu'on appelle le packing, le compactage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli la cavité à 98% à peu près, 99%, on va appliquer beaucoup de pression pour s'assurer que ça va être bien compact à l'intérieur. Et la troisième partie qui va être la partie
la partie cooling, refroidissement, où là, on va attendre quelques secondes. Alors, ça peut être 1, 2 secondes, ça peut être 10 secondes, des fois, ça peut être un peu plus élevé, que la pièce soit assez froide pour pouvoir l'éjecter. Ah oui, parce que si elle n'est pas froide, quand elle n'est pas complètement, pas assez refroidie, vous ouvrez le moule, bah, vous allez en mettre partout, quoi. C'est encore liquide. Donc, il faut s'assurer que la pièce, au moins, en fait, ce qu'on fait, c'est souvent, c'est on s'assure que au moins la partie extérieure de la pièce, quand on a une pièce massive, l'intérieur, ça peut refroidir, ça peut mettre un peu plus de temps, mais au moins la partie extérieure de la pièce est suffisamment refroidie pour pouvoir éjecter la pièce. Donc ça, c'est des trucs, c'est des aspects qu'on peut essayer d'optimiser parce que clairement, le temps de refroidissement, c'est une des parties qui va prendre le plus de temps dans ce cycle de fabrication de la pièce. Et si on peut ne serait-ce que gagner 10-20% de temps sur la partie phase de refroidissement, il faut savoir quand on fait de l'injection plastique, c'est énormément de volume de production, hein. On n'est pas sur 2, 3 exemplaires. Là, on va être sur plusieurs dizaines de milliers, voire de millions de pièces qui vont être produites. Donc, le fait de gagner ne serait-ce que 5% sur le temps de refroidissement, quand on fait 1 million de pièces, ça peut être un coût qui est non négligeable, une réduction de coût qui est non négligeable. Donc les cinq aspects qu'on a vus là dans la partie simulation plastique, donc il y a la partie l'assistant qui est présent de toute façon dans tous les types de simulation, la bibliothèque matériaux, c'est extrêmement important et encore beaucoup plus critique pour l'injection plastique. Le fait qu'on peut prédire les défauts liés à l'injection plastique, hein, les rotassures, les déformations, les arrêts matière, les bulles d'air, les lignes, et j'en passe. Le gauchissement aussi et aussi qu'on peut faire l'optimisation de cycle. Ah tiens, j'ai oublié de traduire, je vois, je n'ai pas traduit correctement la dernière partie. Alors, les outils qu'on a utilisés pour faire ces différentes études, c'est des outils qui sont dans l'univers de la plateforme 3D Experience. Donc, la plateforme 3D Experience, l'idée, c'est de pouvoir combiner toutes les technologies qu'on a chez Dassault Systèmes. Donc, vous connaissez certainement SolidWorks et ou CATIA. Les deux sont copains, hein, ils ne sont pas ennemis. Et peut-être Simulia qui est, je dirais, la marque de simulation chez Dassault Systèmes. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'autres marques dans l'environnement de chez Dassault Systèmes, beaucoup de technologies, je vais appeler ça technologie. Par exemple, les technologies de chez Delmia qui permettent qui sont autour de la fabrication, de l'usinage. Par exemple, pour faire des parcours d'outils ou même sur des usines, hein, modéliser des usines avec des flows. La partie Enovia, NetVibes, tout ce qui va être pour la gestion de données, la partie 3D Exact pour, par exemple, faire du rendu visuel. Voilà, on a plein de types de technologies différentes et l'intérêt de cette plateforme, c'est de pouvoir combiner toutes ces technologies autour d'un environnement unique, en fait, autour d'un modèle de données qui soit unique et d'ailleurs qui est un modèle de données souvent qui est 3D, hein. On aime bien parler autour de la 3D, c'est beaucoup plus visuel. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la 3D expérience. Donc là, dans cette présentation, c'est principalement focalisé sur voir comment on peut combiner déjà la technologie de la conception SolidWorks ou CATIA et également des technologies de chez Simulia via les différents outils de simulation qu'on a déjà intégrés avec la plateforme 3D Experience. Donc, ce qu'on a vu, c'est également qu'on a plusieurs types de simulations qu'on peut faire, de la simulation structurelle, de la fluidique, de l'électromagnétisme. Donc là, pour l'électromagnétisme, on a vu ce qu'on appelle de la haute fréquence, du placement d'antenne. On peut également simuler des moteurs électriques, tout ce qui a des aimants, typiquement des capteurs. Ça, c'est des choses également qu'on peut faire. On peut faire également des études comment on appelle ça, d'intégrité de signal pour voir si les signaux électroniques qu'on envoie sont déformés ou pas. Donc il y a beaucoup de choses autour de la simulation électromagnétique. On peut faire de l'injection plastique et aussi un domaine qu'on n'a pas vu aussi de la cinématique, du mouvement de corps rigide. On peut également faire ce genre d'études. Donc là, typiquement pour ce scooter, je sais qu'ils en ont fait notamment pour valider le système de suspension qui a été mis dessus. Donc comme je dis, dans cette présentation, on a vu des applications pour la structure, c'était au niveau du thé de fourche. Pour la partie simulation fluidique, on l'a vu sur la partie aérodynamisme. Il faut savoir qu'ils ont également fait la simulation fluidique. Ils en ont parlé d'ailleurs dans la vidéo d'introduction sur la partie refroidissement de la batterie. On appelle ça on dit que c'est la safety parce que il faut s'assurer que la batterie ne monte pas trop en température parce que si elle commence à monter trop en température, ça va s'emballer et puis elle va finir par brûler et tout va brûler. Donc il faut s'assurer que la partie thermique, la gestion thermique soit vraiment suffisante quand on a des batteries.
la partie placement d'antenne. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais la partie conformité à l'exposition humaine. Alors, on peut appeler ça la compatibilité électromagnétique, ou le fait, voilà, c'est de s'assurer que quand on met un humain à côté, que l'humain, la dose entre guillemets de rayonnement que le corps humain va recevoir, que ce soit au niveau de la tête, au niveau de la main, au niveau du corps, et ben, ça reste en dessous des normes. Voilà. Parce que si c'est au-dessus des normes, on va pas pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc là, il y a plein de modèles dans la simulation électromagnétique, il y a plein de modèles de parties du corps humain qu'on peut mettre avec, bien sûr, qui sont liés aux normes, hein. On va pouvoir faire ce type de simulation pour prendre en compte la partie absorption par le corps humain. L'injection plastique, qu'on a vu, et également la partie suspension là qu'on n'a pas vu dans cette présentation. Au niveau des outils, vous voyez qu'on a plusieurs outils, que ce soit au niveau de la structure, c'est ce qu'on voit là, la première ligne, on a à peu près six, je dirais, euh, applications différentes. En fait, ça va être un peu comme les poupées russes. La première, celle qui est la plus à gauche, Structural Designer, permettre de faire des simulations conventionnelles, ce qu'on appelle de la statique linéaire. Et quand on va aller tout à droite, on va même pouvoir faire de la fatigue, du non linéaire. On va pouvoir faire ce qu'on appelle la dynamique rapide, du choc, de l'impact avec un solver explicite. Donc, plus on va aller, entre guillemets, sur une solution qui est vers la droite, plus on va aller sur une solution qui va être avancée pour faire voilà, des problèmes qui sont plus complexes. On va avoir de la partie fluidique avec Fluid Dynamics Engineer, de la solution, la simulation électromagnétique et de l'injection plastique. Et j'ai oublié une ligne pour la partie cinématique ici. Donc voilà pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, la simulation structurelle, la simulation fluidique, la simulation électromagnétique et l'injection plastique. Voilà, je vois pas d'autres questions pour le moment. Écoutez, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent après. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.